fois, ceci est un conte. Une fée pas comme les autres. Les fées que nous connaissons, vous et moi, n'ont pas l'habitude de se séparer de leur baguette magique. Eh bien, la fée dont voici l'histoire commit un jour l'imprudence de confier le coffret contenant sa baguette à son meilleur ami. Il lui jura, bien sûr, d'en prendre grand soin. Malheureusement, cette fée avait pour ennemi un dangereux génie qui s'appelait Génie Noir. Il avait autrefois prétendu l'épouser et, furieux d'avoir été dédaigné, s'était juré de se venger d'elle, de s'emparer de son pouvoir et d'anéantir l'heureux pays qu'elle protégeait. Sachant sa baguette magique sous la garde de l'amitié, la bonne fée était partie un matin assister au baptême d'un enfant auquel elle voulait porter bonheur. Le cœur léger, elle survola à l'aube les rives enchantées de son petit royaume, dont un village était la capitale. Alors que la plupart des villageois dormaient encore, le facteur, Gustave, s'apprêtait à aller faire sa tournée. Son épouse lui recommanda de ne pas flâner en route. Flâner? Jamais, lui répondit-il. Serment de facteur. Après avoir salué M. Goupil, le coiffeur, il s'arrêta pour boire un verre de courage avec son ami, le patron du bistrot. Ils parlèrent de la fête qui devait avoir lieu ce jour-là et de la caravane des forains qu'on attendait à midi. C'est précisément à l'occasion de ce grand événement, et pour être sûr de s'éveiller à temps, que Monsieur Fameux, esprit très inventif, devait réaliser sa plus célèbre invention. Comme il ne pouvait inventer qu'en rêvant, et ne pouvait rêver qu'en dormant, il avait mis au point un réveil matin, communément appelé réveil Lancelot ou réveil à la douche, aujourd'hui en vente dans toutes les bonnes horlogeries. Gustave aurait bien bu 2 ou 3 verres encore, mais, craignant la colère de Madame Gustave, prudemment il partit. Le village commençait à s'éveiller. Toutes les lettres que Gustave avait à distribuer en cet heureux matin apprenaient à leur destinataire qu'un parent ou un ami arriverait pour la fête par le train de 11h30. Monsieur Jules, le cantonnier collant l'affiche, toujours à l'affût de l'actualité, lisait déjà le journal de la semaine précédente. Sa femme ouvrit les volets et, vlan, la lumière entra dans les chambres et éveilla ses nombreux rejetons. Oh, les jeunes Jules pullulent, disait-on dans le village, ce qui déplaisait beaucoup à leurs parents. Madame Jules, bonne ménagère, leur avait inculqué les meilleurs principes. Chacun était soumis à un emploi du temps précis. Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place. Monsieur Fameux lui-même avait prêté la main à leur installation. La panse des enfants est la dépense des parents, disaient en soupirant Monsieur et Madame Jules.
Gustave s'arrêta chez Firmin le menuisier. Grave, le front soucieux, Firmin était à son établi et préparait une planche à repasser dont il espérait qu'elle serait sa planche de salut, car il dépérissait d'amour pour mademoiselle Minouchette, la jolie couturière. Gustave, voyant que ni sa visite, ni même une enveloppe à son nom ne parvenait à le distraire de son travail, jugea préférable de s'en aller. L'impassible maître Chassidou, le musicien de la fée, était à son orgue en compagnie du jeune et gourmand Chocolat, son élève, lorsque le facteur glissa sous sa porte une lettre. Cette lettre lui faisait part de l'arrivée de son cousin, le poète Saturnin, qui, au même instant, chantonnait en traversant la forêt et se dirigeait vers la gare. La bonne humeur peut gober toute une heure en moins d'1 minute. Il le savait, mais bon, il n'y pensa pas. En vrai poète, il était sensible à la nature. Un papillon le charma. Des fleurs l'arrêtaient. Même il ne put résister à la tentation de se rafraîchir à une petite cascade. Toutes les merveilles que contenait la forêt lui firent oublier que l'exactitude est la conscience des trains et que les trains n'attendent pas pour ne pas faire attendre. Le joyeux train de ce jour-là roulait plus vite qu'à l'ordinaire, c'est qu'il transportait d'élégants voyageurs pressés de se rendre à la fête et que le chauffeur avait hâte de faire sa cour à Jasmine, l'apprentie de mademoiselle Minouchette. Bondés, les compartiments étaient bondés. Les jeunes gens et les jeunes filles, le nez collé au paysage, avaient les yeux tout pleins d'impatience et de fleurs. Soudain, Saturnin entendit le grondement du train. Et le train le grondait de cette remise en retard. « Dépêche-toi, Saturnin !» Mais Saturnin s'était égaré. Heureusement, le préposé à la direction ouest dessina juste à temps sur un rocher une flèche qui le remit sur le droit chemin. Temps perdu, peine perdue.
Les trains n'ont que deux temps. Ils courent ou bien s'arrêtent. Et quand le train fit halte à la gare de Champfleury, Saturnin n'était pas sur le quai. Fou d'espoir et de désespoir, il s'est lancé à fond de train à la poursuite de son rêve. Mais les rêves vont vite. Le sien, c'est le cas de le dire, allait fond de train. Et pourtant, est-ce croyable, grâce à la rapidité de sa course, Saturnin le rattrapa. Coup de chance pour Saturnin, un boy scout traversait la voie. Ben donc, lui criait le chauffeur. À la gare, répondit le boy scout. Et hop, Saturnin profita de ses mondanités pour se hisser dans l'ultime wagon. Quelles qu'en soient les apparences, lecture, jeu, méditation, pique-nique, la principale occupation des voyageurs consiste à occuper leur place et à la défendre coûte que coûte. Mais Génie Noir, qui disposait d'un équipement super diabolico-moderne pour voir ce qui se passait au pays de la fée, voyait sur son écran le joyeux train de la fête traverser la forêt. Il vit aussi le village où Gustave terminait sa tournée par Mademoiselle Minouchette. Mademoiselle Minouchette dormait. Un bourdon qui faisait du trapèze sur un rayon de soleil au plafond de sa chambre l'éveilla. Passant du rêve à la réalité, Minouchette ouvrit ses fenêtres et entendit alors une toute autre musique. Rien d'étonnant à cela, puisque le professeur de chant habitait juste en face de chez elle, mais qui dit musique ne dit pas toujours merveille. Or, c'était une merveille qu'elle entendait.
En cinquième, ce matin-là, côté maths, on avait l'esprit ailleurs. La récréation, c'est la fin de la paresse. Le travail se transforme en plaisir, et le plaisir en ce matin de fête ne faisait que commencer. Monsieur Peck lui-même, peintre pourtant célèbre, bâclait le portrait de Madame Duvet-Blanc. Monsieur Jules, dans sa voiture à plateforme ascendante, encore une invention de Monsieur Fameux, se hâtait de poser les affiches annonçant la fête. Bref, tout allait pour le mieux, la caravane foraine s'approchait du village. Malheur et malédiction. Génie Noir, toujours aux aguets dans son repère, vit passer les roulottes sur son écran. J'ai une idée. Picassi, Picassa, Picassu, ce qui dans son langage signifiait en avant, marche. Dès lors, les choses vont se gâter. Il sortit de son antre rocheux. Et quelques secondes plus tard... Picassa, Picassu, Picassu, il suivait la caravane au volant d'une roulotte de confiseur. Fredo le photographe, Fredo, le bon Fredo, s'était attardé pour donner à manger à son Kodak qu'il se nourrissait que de panoramas. Le train, à la même heure, arrivait à son point terminus. Saturnin, de la fenêtre de son wagon, fut ébloui par une affiche représentant la belle Barbara, montreuse de marionnettes et étoile de la troupe. Oh miracle! L'affiche lui fit un clin d'œil. Pas possible, je rêve, se dit Saturnin. Il lui lança une fleur
qu'elle prit au vol. Pas de doute, c'est un encouragement, pensa-t-il. Et fort ému, bouleversé, voire pensif, il s'éloigna pour aller chez son cousin Chassidou. Chassidou, à son orgue, enseignait à son élève Chocolat la mélodie de la fête. Cette mélodie, ultra secrète, avait seule le pouvoir de faire apparaître la baguette magique. Saturnin, certes, était émerveillé, mais comme il n'avait en tête que Barbara et qu'il souhaitait lui plaire, il alla faire un brin de toilette. La caravane s'annonçait. Saturnin sortit se mêler aux villageois. À vrai dire, ce que Saturnin souhaitait voir, plutôt que le ballon captif, les scooters de Labor et autres attractions, c'était Barbara. Et seulement Barbara, en chair et en os. Fredo, le bon Fredo, arriva le dernier, fonça dans la foule et faillit écraser tout le monde. Enfin, tout le monde, c'est beaucoup dire, parce que chez le coiffeur, les grandes coquettes en étaient encore à fignoler leur beauté. Mais non, madame, il suffit pas de souffrir. Il faut mourir pour être belle. Et vous serez belle, vous verrez, vous serez la plus belle. Allons, un peu de patience. Allons. Là, voilà.
Pendant ce temps, Jasmine, l'apprentie de Minouchette, ronchonnait. Son fiancé s'impatientait et il fallait qu'avant de sortir, elle finisse un corsage pour Madame Duvet-Blanc, cette Madame Duvet-Blanc qui essayait chapeau sur chapeau, capeline sur turban et que Minouchette avait une folle envie d'étrangler. En attendant que la fête se soit installée, quelques hommes réunis au bistrot faisaient la partie de billard. Le fils aîné de Monsieur Jules comptait parmi les meilleurs joueurs. Mais pas ce jour-là. Saturnin, obsédé par son amour, décida de consulter Mesdemoiselles Ida et Irma, spécialistes des choses du cœur. Un, 2, 3, 4, 5, à la nuit. 1, 2, 3, 4, 5. Tiens, je vois une blonde. Une blonde? Pas de doute, c'est Barbara. Barbara n'était pas de ces artistes au sourire trompeur. Oh, mais non. Son sourire était d'autant plus troublant qu'il va être une promesse. Comme de sa fenêtre, elle souriait à Saturnin. Génie noir, ennemi de la fée, ennemi de l'amour, ennemi du bonheur, leur jeta un regard haineux. La confiserie de ce mauvais génie attirait les gourmands. Mais ce n'était pas n'importe quel gourmand, c'était un certain gourmand qu'il voulait attirer. C'était Chocolat qu'il guettait. Mais Chocolat ne venait pas. Chez Fredo, la foule se pressait.
Madame Duvet-Blanc, mais Madame Duvet-Blanc a tendance à exagérer, m'a raconté qu'un oiseau bleu s'était envolé de l'appareil de Fredo au moment où il lui tirait le portrait. Curieux, non? Chocolat ne se présentant pas à sa boutique, Génie Noir partit à sa recherche. Chocolat n'était pas à la baraque de tir. À la baraque de la loterie, pas l'ombre de Chocolat. Génie Noir ne trouva pas davantage Chocolat au scooter de la mort. Dans son petit théâtre, Barbara présentait son numéro.
Lorsque les applaudissements cessèrent, Saturnin, porté par l'enthousiasme, monta sur la scène et félicita son étoile. Puis ils assistèrent ensemble au grand feu d'artifice. C'est à peu près à cette heure-là que le confiseur du diable découvrit enfin le jeune Chocolat. Voyez comment Génie Noir, par une ruse déloyale, attira Chocolat dans sa boutique. Que ne ferait-on pas pour une sucette? Des pyramides de fruits confits, des colonnes et des temples de sucre tournaient sur un comptoir que fleurissaient des bouquets de dragées. Mais quand Chocolat voulut prendre une praline, un rideau tomba sur l'étalage et il se trouva devant un piano. « Joue-moi la mélodie de la fée, lui dit Génie Noir, et tous mes gâteaux t'appartiendront. » Mais joue d'abord. Joue. Joue. Mais joue donc! Joue! Mais joue! La mélodie de la fée? Bon, pourquoi pas, pensa Chocolat. La baguette est ici, mais le pâtissier part demain. Il ne la jouera jamais que dans un autre pays. Qu'est-ce que je risque? C'est ainsi que les raisonnements de la gourmandise eurent raison des forces de la loyauté. Et tandis que la fête se poursuivait, que Saturnin, dans la nuit, se fiançait à Barbara, le gourmand s'assit au piano et trahit le secret magique. Génie Noir le ligota et bondit chez Maître Chassidou, qui, n'ayant aucune raison de craindre les voleurs, laissait toujours sa porte ouverte.
Dès qu'il posa la main sur la baguette magique, et la désolation remplaça le bonheur. Au petit matin, le village semblait mort. Barbara, qu'on avait transportée inerte chez Maître Chassidou, était bel et bien pétrifiée. Après avoir longuement sangloté à son chevet, Saturnin courut demander conseil à l'astrologue. L'astrologue lui dit, pour retrouver le bonheur, mon fils, il te faudra vaincre l'air, la terre, le feu et l'eau. Il te faudra aussi libérer un innocent. C'est Génie Noir qui détient la baguette magique. Génie Noir, dans son antre, ricanait. Personne, jamais ne pourrait lui reprendre la baguette magique. Et maintenant, à moi la métamorphose. Tout à coup, il sursauta. Le ballon captif de la fête voguait librement au ciel de son écran. Saturnin et Maître Chassidou étaient dans la nacelle. Picasso, 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 murmura-t-il. Ce n'est pas pour rien qu'il disposait d'un équipement super diabolico-moderne, hein? Une manette près de lui commandait l'ouverture d'une trappe rocheuse. Une torpille infernale qui guidait à son gré s'échappa du rocher.
de joie. Aveuglé par la réussite de son projet mortel, il ne vit pas de parachutiste descendre et atterrir au milieu de son royaume. Saturnin et Chassidou, en venant à eux, se crurent perdus à tout jamais. Ils étaient tombés dans un lieu obscur et terrifiant. Ils étaient, sans le savoir, tombés dans l'antre de l'ogre, le plus fidèle allié de Génie Noir. Seul et téméraire, Saturnin partit à l'aventure. L'ogre, sous un dé de velours rouge, se régalait d'avance à l'idée de déguster le chocolat que Génie Noir lui avait livré boulet au pied. Un vrai gourmand est une gourmandise pour un ogre. Saturnin, depuis lors surnommé Saturnin l'intrépide, ne fit ni une ni deux, il s'élança. Profitant de ce que l'ogre avait un dé sur les yeux, il libéra Chocolat. Chocolat, au cours de sa captivité, avait surpris les secrets de sa prison. À la porte, ils trouvèrent la voiture de l'ogre, un engin mi-taupe, mi-poisson. Oh, pauvre naïf!
Après un long voyage dans les labyrinthes d'un visible cours d'eau, ils remontèrent à la surface. La terre à laquelle ils abordèrent était inhospitalière. C'était le domaine d'une araignée ogresse. Derrière les infranchissables rideaux de cette infernale tricoteuse, un pauvre innocent pâlissait que Saturnin jura de libérer. L'ogresse mourut sans avoir eu le temps de prononcer un mot historique. Le cœur fait des miracles, le cœur invente, le cœur transporte, et leur cœur les transporta en un clin d'œil au pays des colombes. Ces colombes, comme chacun sait, étaient des filles de la fée. La lune brillait au ciel d'une nuit très étrange. Prenez un bain de lune, leur dirent ces demoiselles. Vous serez invulnérables, et alors nous vous guiderons. Les trois amis, à bout de force, acceptèrent l'invitation. Maintenant, ajoutèrent ces demoiselles, le diable lui-même ne peut rien contre vous. Le lendemain matin, ils risquèrent le tout pour le tout et montèrent au piton rocheux qu'habitait Génie Noir. Chassidou jugea plus prudent de rester dans la voiture, d'où il regarda Saturnin et Chocolat franchir le seuil du diable. Génie Noir les attendait. Ah, mes petits amis, vous avez donc envie d'être pétrifiés? Rien de plus simple. Au premier de ces messieurs. Tiens, ne pétrifie plus. Elle pétrifie peut-être pas les petits fripons. Voyons sur un oiseau. Ah, ben pourtant ça marche. C'est que je serais dans un drôle de pétrin si je pétrifie plus, moi. Alors, ne nous énervons pas, pétrifions. De colère, brandissant alors sans précaution la baguette magique, pif, il se pétrifia. Les écharpes de brume qui entouraient le village se délièrent et montèrent au ciel bleu. Saturnin éveilla la jolie Barbara. Les fleurs s'épanouirent. Tout le monde se ranima. À la suite de ces menus incidents, cette fée si singulière devint tout à fait comme les autres et ne confia jamais plus sa baguette magique, même à un ami.